On est le 10 mai de l'année 2016. J'entreprends cette exploration langagière et mémorielle et pour témoigner de quelque chose qui a eu lieu il y a donc bien 30 ans. Donc 30 ans, jour pour jour, si je puis dire, puisque il y a sûrement soit c'est plus de 30 ans, soit c'est un peu moins de 30 ans, par rapport, si on devait compter les jours du calendrier, alors 365 jours ou 364, ou je ne sais plus. Donc fondamentalement, le chiffre exact 30 ans est aussi une sorte, comment dire, une sorte d'hypothèse de travail. 30 ans, ça fait un chiffre assez interpellant. C'est un chiffre, c'est pour cela que j'ai appelé ça 30 ans, c'est du lourd, c'est du costaud, c'est du conséquent, c'est quelque chose. Et là, évidemment, j'ouvre grand comment dire, le chemin vers ce monde disparu et vers cette chose qui s'est produite donc il y a très longtemps. Et quelque part, dont je n'arrive pas à me défaire, ce qui me pèse d'une certaine façon. C'est une relation qui ne me laisse pas un sentiment d'accomplissement. Je pensais à quelque chose dans cette histoire de violence à l'intérieur des couples, intra-couple, et quelque part, intra-union, et quelque part, avec cette histoire qui est arrivée à un élu écologiste qui a été accusé d'agression sexuelle, donc à caractère sexuel. Et donc, quelque part, nous savons bien aujourd'hui que c'est pénalement condamnable, pénalement le viol à l'intérieur du mariage, et donc du couple. Une relation, donc le viol, c'est une relation sexuelle non désirée. Et qu'on imposerait ou qu'on impose tout court à l'autre. Donc, fondamentalement, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine certitude, un certain accord, une certaine, comment dire, sur le fait qu'il peut y avoir un dépassement. Dépassement de quoi? Il peut y avoir de la violence et donc un rapport qui est imposé à l'autre. C'est quelque part le problème de ce qui peut se passer dans l'intime et à partir de quel moment on peut juger qu'un rapport est imposé ou pas. Si par exemple j'estime que j'ai pas envie de faire quelque chose et que pour faire plaisir à l'autre, je me force à le faire, c'est une forme, je suis contraint, je ne suis pas libre. Donc le couple est quelque part un lieu de contraint ou de contraintement ou contrainement. Et donc, quelque part, ce n'est pas un lieu très, comment dire, qui permet l'exercice de la liberté. Il y a beaucoup de contraintes à l'intérieur du couple et voilà, donc la violence dont je voulais parler, quand j'ai parlé d'une histoire qui
qui ne m'a pas permis de m'accomplir, c'est cette violence quand l'autre vous chasse. Évidemment, c'est une violence énorme. C'est, je peux dire, c'est une violence, pour moi, c'était une des violences fondatrices, une violence structurante. Les dégâts en sont tout à fait énorme. C'est un drame quelque part que j'ai vécu, revécu à de multiples reprises. C'est un drame qui m'a quelque part fait naître au monde de la douleur, au monde de la souffrance, au monde du rejet. Quelque part, je n'ai pas réussi à trouver une manière de récupérer de l'estime. Et mon estime de moi-même a été irrémédiablement touchée. Et donc, cette violence-là, évidemment, elle n'est pas portée au pénal, et pourtant, c'est une violence. Alors, donc, il y a des violences dans le cadre du couple qui sont pénalement condamnées, et puis il y a des violences que personne ne peut quelque part, ne peut réprouver ou quelque chose dans le genre. Donc, c'est vrai, je ne veux pas cautionner, évidemment, ceux qui exercent de la violence contre leur partenaire amoureux ou partenaire sexuel. C'est loin de moi de justifier quelconque. Ce que je constate, c'est que le couple n'est pas le lieu. Soit au départ, il faut aussi, pour qu'il y ait une histoire, il faut s'imposer à l'autre, il faut aussi un peu le forcer. Il y a un côté forçage et on pousse l'autre à nous admettre dans son intimité. Ce n'est pas toujours, ça se passe pas toujours de façon je veux dire, il n'y a pas d'accord qui se fait dès le départ sur le fait de se mettre en relation. Il y a une personne qui s'impose à l'autre et qui arrive à le forcer de façon je veux dire, une sorte de violence soft, et qui le force un peu à céder, à lui faire de la place. Et donc cette phase-là, de quelque part, après il y a, donc ça c'est le début, après il y a ce qui vient bien après, et qui est aussi, qui porte en lui un potentiel de violence. Le couple, peut-être qu'il traverse un moment où il permet aux partenaires de trouver leur satisfaction dans le cadre d'une relation exclusive, mais parce que à un moment donné, il y a, soit d'un côté, soit de l'autre, il y a peut-être l'apparition d'un sentiment de ne plus tellement être dans le désir, mais plutôt être dans le devoir. Donc je ne sais pas si cette introduction s'imposait, en tout cas elle existe, elle a été faite. Après il faut savoir si ça va être enregistré ou pas avec cette webcam qui est fait comme elle veut. Donc allons-y, continuons un peu dans le doute, dans l'incertitude par rapport au résultat final. Et puis donc c'est un anniversaire. En général on fait des anniversaires plutôt dans une démarche quelque part dans une démarche j'allais dire positive, pourquoi pas dans un esprit, dans un bon esprit. En fait pas
l'anniversaire de ces échecs ou de ces histoires avortées. Et pourtant, il faut se rappeler. Alors le 10 mai, pour moi, ce n'est pas seulement la victoire de la gauche, c'est aussi aux élections présidentielles de 1981, c'est aussi donc en 86 cette histoire-là qui s'est conclue par une éjection. J'ai été éjecté, c'est le terme approprié pour désigner le traitement auquel j'ai été soumis. Évidemment, l'idée classique, une des justifications qu'on trouve de façon classique, assez répétée, qui finit par être une sorte de cache-misère. Quand on dit, oui, l'autre, si on l'aime vraiment, on le laisse tranquille. Le cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de le laisser libre de refaire sa vie. Et si on l'aime vraiment, ce qu'on espère, c'est de le voir heureux, même si ce n'est pas avec nous-mêmes. Ce qui est, a priori, ce qui peut se justifier, ce qui peut être accepté, mais qui finalement va se révèle comme une supercherie, un mensonge ou une sorte, un mensonge qu'on se raconte à soi-même, une sorte d'abandon, l'aveu d'une défaite et une sorte de résignation, nimbée d'une sorte d'altruisme. Voilà, j'ai trouvé le terme. On fait comme si on était altruiste dans une affaire où il s'agit d'abord de protéger ses propres intérêts. L'histoire de rencontres, c'est des temporalités qui des fois ne sont pas tout à fait concordantes. Il y a des gens, ce n'est pas qu'on soit soi-même qu'on ait tendance à s'attacher plus que nécessaire. Seulement, il y a une histoire, on a des fois besoin d'un supplément de temps pour quelque part en venir à bout. Et une personne peut vous signifier votre congé, alors que peut-être vous auriez fini par vous séparer sans problème, ou deux. Un mois, ils auraient laissé un mois, 3 semaines, 5 semaines. Des fois, l'histoire s'épuise, et d'un commun accord, on se dirige vers ce qu'on pourrait appeler un divorce à l'amiable et vers une séparation sans remous et sans ni bruit ni fureur, quelque part, quelque chose. J'en ai connu de ces histoires. Et évidemment, ça s'est terminé. Je n'ai même pas de regrets, encore que je devrais en avoir. Évidemment, je ne sais pas, comment se passent les rencontres, c'est souvent dans un flou pas du tout, intéressant. On se rencontre, on fait quelque chose ensemble, et peut-être sur un malentendu. Donc, ce n'est pas tellement l'histoire qu'on raconte, qu'on regrette ou qu'on ne regrette pas, c'est plutôt est-ce qu'on a été dans un malentendu total ou dans un malentendu partiel, et que quelque part, une fois, si on estime qu'on était dans un malentendu, donc il n'y a rien à regretter, puisque finalement, c'était quelque part une sorte de sortie tout à fait qu'on doit tout à fait assumer, et à laquelle on ne doit rien ajouter, on s'est quitté. D'ailleurs, la plupart du temps, il n'y a rien qui prend le relais, il n'y a pas de relation amicale, celle qu'on appelle amicale, il n'y a rien, il n'y a plus de contact. Et la personne continue son chemin, et
Et quelque part, c'est vrai que le problème des rencontres, c'est cette histoire de phase. Il peut arriver qu'on soit resté dans une phase et qu'on n'ait pas passé à quelque chose de plus, de plus évolué, ou de mieux abouti, ou de un peu différent. Il y a des choses. C'est vrai que peut-être un mois et quelques, ça fait de l'autre toujours un étranger. Et qu'il faudrait peut-être vivre avec une personne pendant un certain nombre de mois ou d'années pour quelque part un peu commencer à la sentir comme proche, comme réellement avec soi-même et non pas dans une certaine, j'allais dire, dans une certaine posture. Quand on ne connaît pas les gens, on est un peu comme des comédiens où on joue un rôle, même si il y a des rôles que certains jouent très bien, ils ont beaucoup de crédibilité et on peut jouer le rôle de l'amoureux, de l'amoureuse de façon très crédible. Donc, certaines histoires qui peuvent donner l'impression d'être tout à fait, euh, comment dire, vivants, tout à fait sincères, etc., ne sont qu'en fait qu'un jeu de rôle. Mais, quelquefois, quand quelque part, même les comédiens ont besoin de vivre euh, des histoires. Ils ne peuvent pas se contenter des rôles qu'ils jouent à un moment donné. C'est vrai qu'on a besoin de passer à quelque chose de plus comment dire, quelque chose qui puisse nous installer dans la durée, à un moment donné, et tout. Et c'est évident que la durée est un concept assez, assez souple et qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'impératif d'une durée ou d'une autre. Donc je continue alors que je ne suis pas assuré que cela va être enregistré. J'essaie d'avancer, donc je reviens sur le propos du départ. 30 ans, c'est du lourd. 30 ans d'une appartenance quelque part à un prénom dont je ne connais pas l'étymologie et qui était un prénom difficile à prononcer parce que très long et quelque part j'arrivais pas à habiter. Voilà, c'est un prénom qui me posait problème parce que plusieurs syllabes et tout, et quelque part ça me... Non, trop long. Et bon, préférer des prénoms beaucoup plus qui vous font beaucoup plus voyager, beaucoup plus vous épancher, beaucoup plus vous, vous stimule beaucoup plus. Et on est en face non seulement d'une personne qui génétiquement est héritière des traits de sa famille, donc si on l'apprécie pour ses caractères physiques, on apprécie derrière sa mère, sa tante, il y a toute une ascendance qu'on est obligé qu'on aime à travers la personne la personne qui nous intéresse. Et après, il y a ce prénom qui peut être un prénom donné en mémoire d'une personne de la famille. Et donc on est quelque part, on appartient même de façon tout à fait extérieure, tout à fait abstraite à une famille, à une histoire et à une génétique, j'allais dire. Donc, c'est quand on voit le problème qu'on a pour faire le tour, c'est le problème des premières rencontres, c'est l'absence. Malheureusement, c'est quelque chose qui est mortel. C'est
l'incapacité à être, d'ailleurs peut-être qu'on ne l'est jamais, la capacité à être dans une gestion rationnelle de la relation, c'est-à-dire essayer d'être dans une certaine réserve, une certaine, comment dire, d'une certaine rétention, dans une certaine retenue. On se retient de, de faire des aveux, de faire des déclarations, etc., etc., de montrer à l'autre qu'on dépend de lui, etc. Mais surtout, ce que je voulais souligner, c'est l'absence comment dire, l'absence pas d'un vocabulaire, mais l'absence de quelque chose, d'un maillage, incapacité à créer un maillage verbal. On n'a pas beaucoup de choses à raconter. Et il manque une certaine, comment dire, on a une histoire qui est en train de se faire. Et donc elle est dans ses premières scènes et évidemment ce qu'on peut raconter à l'autre est tout à fait assez peu abouti, assez peu conséquent. Et quand on exprime un rêve ou quand on essaie de parler d'un désir, on est encore dans les balbutiements, dans le début on essaie de domestiquer il manque des mots, il manque de l'imagination, il manque de la capacité à faire, même à divertir, la capacité à créer quelque part une sorte d'univers sonore, voilà, avec les mots, dans lequel on emprisonnerait l'autre. Et il y a donc ces scènes pitoyables dans lesquelles on regarde l'autre les yeux dans les yeux et on ne trouve pas grand-chose à lui dire. Peut-être on l'embrasserait pour essayer d'atténuer la gêne et puis finalement il se passe et puis finalement donc c'est cela. Alors quand on a vécu un certain temps, on acquiert un peu de cette capacité à jouer avec les mots. Et ce jeu avec les mots, on sait comment faire voyager. On sait faire de l'évocation, on sait faire de quelque part, on sait un peu écouter, on sait faire naître des choses, des paroles, on sait faire naître des désirs, on sait accompagner des désirs, on sait gérer des moments blancs, des moments dans lesquels il ne se passe rien. On n'est pas non plus, on sait gérer aussi sa gêne, on n'est pas gêné d'être gêné. Au contraire, on est plutôt dans l'acceptation de l'instant, quel qu'il puisse être, un instant de gêne, un instant plus ouvert, pas de problème. On est beaucoup moins dans comment dire, dans l'appréhension. On n'a pas peur d'être jugé parce qu'on sait que on n'est pas parfait, on ne le sera jamais, et que c'est même pas un sujet de préoccupation que de ne pas être capable de plaire, qu'on peut accepter l'idée qu'on ne puisse pas être plaisant à 100% et conséquemment l'autre aussi, il n'est pas plaisant à 100%. Jamais, c'est souvent
l'amour, l'attachement, et puis bien sûr une question chimique, une question de, peut-être d'hormones, je ne sais pas comment on appelle ça, la cytocine et tous ces trucs-là, dopamine, je ne sais plus quoi. En tout cas, tout ce qui intervient sans des hormones ou autre chose. Donc, je perds un peu la notion de tout cela. En tout cas, on est dans cette histoire, on est pris par cette histoire-là, et on n'est pas... Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu. Ah, tu t'es perdu. C'est... comment dire? Euh, le, la rencontre qui est un malentendu, ou plutôt l'aléatoire, le facteur aléatoire dans la rencontre. Ce facteur qui est quelque part le Deus ex machina, quelque part c'est le facteur suprême, l'aléatoire. Même si on peut quelque part en atténuer la portée, mais il reste un facteur magistral, un facteur déterminant, je dirais même surdéterminant. C'est l'aléatoire, c'est l'accidentel, c'est la rencontre qui ne devait pas avoir lieu, c'est d'avoir décidé d'être à tel endroit, à tel moment plutôt qu'à un autre, c'est d'avoir accepté l'invitation d'un tel plutôt que d'aller passer son temps ailleurs, et ainsi de suite. C'est une série de petites choses qui font qu'on est disponible à un moment bien particulier, et cette disponibilité, elle permet la rencontre avec une personne, et souvent c'est cette nous n'avons pas la capacité de prédiction, et nous avançons avec juste comme quelqu'un qui irait dans un lieu et qui achèterait quelque chose qui n'a pas tout à fait, il n'a pas vraiment essayé, ou qu'il a essayé mais il était seul, donc il n'a pas pu avoir un regard ou un avis extérieur. Nous sommes quelque part à la recherche, et nous n'aimons pas tellement la recherche, nous aimons que nos recherches aboutissent, même si nous devons faire des sortes de arrêter, nous arrêter au milieu du chemin. L'idée, c'est plutôt, on a quelque chose à faire, on veut arriver quelque part, mais on ne sait pas ce qu'on veut y faire. Donc on doit avoir une histoire, mais on ne sait pas comment on va la vivre. Donc une histoire, pourquoi faire? Une personne, pourquoi faire? Quelque part, être resté seul permet d'être plutôt dans une certaine, dans une dédisposition beaucoup plus comment dire, beaucoup plus prometteuse, paradoxalement. C'est dans la solitude qu'il y a la possibilité d'une réalisation. Plus je m'avance vers l'union, qui peut être une union prématurée, plus je prends le risque de quelque part que ça soit cette union-là qui prendra la place la prépondérante dans ma vie, et qui déterminera le restant de ma vie. Quelque part, elle déterminera mes choix futurs, etc., etc. Alors qu'en fait, je n'étais pas encore prêt. Il y a la question d'être prêt. Faut-il pour cela parler d'union, prôner des unions
très réduite dans le temps, manière comme pour essayer de se préparer. Et quelque part, la vie en couple est quelque chose d'assez difficile, d'assez athlétique. Et à tous les niveaux, il faut être prêt physiquement et mentalement, et des fois, on n'est pas prêt. Donc, il faut faire de la répétition. Or, on ne fait pas de la répétition, on arrive directement en scène, on joue directement la pièce sans l'avoir lue, sans l'avoir appris par cœur, sans être exercé auparavant. Je joue un rôle et évidemment, j'ai toutes les chances, ou plutôt les malchances, de mal jouer. Donc on joue certaines pièces de façon détestable, de façon complètement catastrophique. Et voilà, il faut gérer. Il faut gérer la suite. Il faut... Cette histoire est quelque part la nôtre, la mienne. Et je dois vivre avec. Alors, ce qui, quelque part, me fait, comment dire, c'est comment dire, c'est la part de regret que je réserve à certaines histoires et pas à d'autres. C'est ça le problème. C'est que donc cette histoire m'a placé dans des conditions telles que j'ai eu des comportements, des moments pendant lesquels, quelque part, physiquement, elle m'a permis d'arriver quelque part à mon optimum sur le moment. J'ai trouvé un optimum. Après, j'étais à la recherche d'un autre optimum de remplacement, mais qui soit très, très proche donc, de l'optimum perdu. Mais seulement, c'est une recherche qui ne pouvait pas se réaliser. Et puis, donc, les gens qui sont venus après il y avait déjà, comment dire, il y avait un désir peut-être aussi d'être le désir malheureux et certainement très 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 néfaste pour moi en tout cas d'être dans une certaine, de s'endurcir. Mais quelque part cette personne m'a introduit dans le monde de la douleur, mais dans le monde de la dureté. J'ai essayé d'être dur, d'avoir un comportement dur. Je n'ai pas réussi puisque ce n'est pas moi, ça. Évidemment, j'ai mon caractère comme vous tous, mais je n'ai pas, je ne cherchais, je n'ai, quelque part, pour moi, une réaction doit être motivée par une action et non pas motivée par une action conséquente, pas par quelques éléments faiblards. S'il y a un refus, il doit être justifié par un comportement ou par quelque chose qui puisse être tout à fait défendable, il n'y a aucun problème. Il se peut qu'une personne fasse quelque chose de complètement de mauvais et qu'elle continue dans cette voie et qu'elle devienne peut-être un danger, peu importe, qu'elle devient infréquentable. Si on suppose qu'on rejette une personne, on la rejette corps et esprit mêlés, alors si donc on ne peut pas parler d'une détestation du corps, puisque ce corps-là, on l'a quand même bien côtoyé. Pour ce qui est de l'esprit, c'est toujours le même. Dans un laps de temps assez court, on ne change pas tant que cela. Donc, les éléments qui ont fait qu'on reste avec une personne un certain temps peuvent être toujours là. Et quelque part, le comportement, le changement le changement de comportement est quelque part peu compréhensible, à moins que la personne ait fait une rencontre et qu'elle soit amoureuse. Donc cette histoire-là, avec ses nuances à la con,
que font certaines personnes, dire ah, je t'aime, mais je ne suis pas amoureuse de toi, je t'aime, ce qui fait je ne veux même pas saisir, savoir s'il y a une nuance, je ne veux même pas rentrer là-dedans, j'ai essayé de savoir ce que c'est que, où elle est réellement la différence entre les deux états. Un mystère de plus, mais mais qui me pose pas tant de problèmes que cela. C'est quelque part dans cette histoire de retour sur les 30 années passées, c'est évidemment je me rends compte, et là j'en suis absolument convaincu, je ne suis pas fait pour cohabiter avec personne. Je dois avoir mon propre cheminement en solitaire. Et quelque part, à moins de trouver quelqu'un qui puisse être dans un désir de création, parce que j'ai besoin d'avoir, je n'ai pas besoin de m'installer dans une certaine régularité, j'ai besoin d'être alimenté par des secousses, par des choses fortes, et quelque part, le couple n'est pas ce qu'il est conseillé pour quelqu'un qui veut être en désir de création, en désir de quelque part d'être en désir de réfléchir sur le monde, d'essayer d'interpréter le monde, d'essayer de proposer des choses. Malheureusement, le couple tel qu'il est vécu en Europe est un couple a priori fusionnel, et cette fusion avec une seule personne est quelque part une voie sans issue. Nous ne sommes pas faits pour cette cohabitation ou cette relation de proximité aussi forte que puisse être la valeur de la personne. Il n'y a pas une personne qui soit à même de rester toujours aussi stimulant, toujours aussi j'allais dire, finissant, quoi qu'il en soit, par faire le tour d'une personne. Et ce qui était au départ des éléments ou des façons d'être, etc., ce qui était au départ très agréable, très mignon, très remarquable, finit par devenir assez quelconque. Parce que quand nous nous réveillons de cette sorte euh, de, de cette phase d'absence à nous-mêmes, et que quand nous sortons de cela, nous réalisons que nous n'étions pas dans l'extraordinaire, mais que nous avions envie de croire qu'on était, qu'on vivait des choses tout à fait exceptionnelles, et etc. Et donc ce retour sur le jeu de rôle, aussi là, quelque part, avec ces schémas qui nous sont proposés, le prince et la princesse, le héros et l'héroïne, et quelque part, ce n'est pas un désir que nous avons nous-mêmes, mais c'est un désir dont nous héritons, et nous voulons à tout prix vivre quelque chose qui soit un peu dans le domaine, qui soit un peu dans le domaine du merveilleux. Nous sommes tentés par l'illusion. N'oublions jamais que les temps auxquels peut-être nous nous référons sont obligatoirement des temps difficiles. S'il y a des princes et des châteaux, c'est que la situation du pays est assez incertaine,
les châteaux sont des œuvres de défense et cela veut dire il y a du danger, il y a peut-être de la guerre, et qui dit guerre dit situation assez particulière, et peut-être les, ces temps, ces temps de la, quelque part, ces temps du fabuleux sont des temps en fait qui étaient des temps assez peu amènes. Et il faudrait sortir de cela. Alors sortir de cela, de cette illusion, est-ce possible au bout de 30 ans? Cette prise de parole permet de créer de la distance, de la distanciation, permet peut-être, et c'est là le problème, c'est que tout de suite, c'est le problème qu'on a avec soi-même. On a mis quelqu'un sur un piédestal, on l'a adoré, on l'a vénéré, il faut le descendre, il faut le rabaisser, il faut le rendre tout à fait à sa dimension qui n'a jamais quitté quelque part, à sa dimension réelle, un être quelconque, un être parmi tous les êtres qui n'a pas de qualité particulière, qui a peut-être un cheminement particulier, mais il n'offrait rien d'exceptionnel. C'est ça l'histoire. Il n'offrait pas quelque chose qui nous aurait obligés à lui vouer un culte. C'est quelque part les statuts. Donc, vous continuez de vouer un culte à l'autre pour ne pas dire que, pour ne pas s'avouer à soi-même qu'on a été peut-être dans l'erreur, dans dans l'exagération, dans le surdimensionnement, dans la survalorisation. Et, et voilà, donc ça rejoint encore l'idée du malentendu, toujours des malentendus et toujours un rôle à jouer. Et voilà, on est parti pour des années, parti dans une sorte de descente sans fin, à, à se faire du mal, puisque la question est là, à se faire du mal, à être toujours en train d'attendre, en train d'espérer. Il n'y a pas de miracle dans une relation, il n'y a strictement rien. Le seul problème, c'est que peut-être quand les choses seront un peu plus à égalité, que par exemple les hommes seront peut-être aussi entrepris comme ils entreprennent les femmes, peut-être les choses seraient... qu'est-ce que je voulais dire par là? En fait, dans l'idée que... J'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Donc en fait, dans cette épreuve qui nous est imposée d'aller chercher l'autre, au lieu d'être dans l'attente et que l'autre vienne nous chercher, ce serait beaucoup plus agréable qu'on vienne nous chercher plutôt que d'être dans la démarche de celui qui doit faire le premier pas, qui doit faire un peu de harcèlement, puisque il faut aussi le présenter comme ça à un certain moment. Et moi, je n'ai pas été capable d'être un harceleur, ce qui fait que, quelque part, j'ai perdu au jeu de la relation, au jeu de l'amour, parce que j'ai accepté qu'on manifeste de l'indifférence vis-à-vis
de mes sollicitations, et que quelque part, n'importe quelle histoire normale, pour qu'elle naisse, pour qu'elle demande un peu de persévérance. Alors, harcèlement, persévérance, quelle est la différence? Quel est y a-t-il réellement une nuance entre les deux? Qu'est-ce qui permet de dire que là je suis dans le harcèlement, là je suis dans la persévérance, pour montrer que je suis vraiment désireux de faire quelque chose, que je suis désireux d'entrer en responsabilité d'une histoire. Donc 30 ans, voilà 30 ans. Et 30 ans, quelque part, d'errance, sans être capable de se placer ailleurs qu'en dans cette histoire avortée. Peut-être qu'il faudrait sortir de cette chose-là, cet impératif biologique, quelque part, plutôt, au lieu de prendre les choses un peu contre soi-même, en se disant que il y avait là, quelque part, une sorte de... j'ai été victime d'une relégation, et quelque part, je ne valais pas plus. Continuer plutôt être, quand on a la possibilité d'être au dehors, plutôt apprécier, savoir apprécier ce statut-là, cette vie-là, et parce que justement, elle n'oblige pas à ce type de compromis, et qui est la vie en couple. Un compromis et un ensemble de devoirs qui finissent par peser obligatoirement, par être plus important et plus lourd que le reste. Et donc, il n'y a, je n'ai de devoir vis-à-vis de personne. C'est comme ça aussi qu'il faut présenter ce qu'on appelle la solitude, et ne plus être quelque part se définir à l'intérieur de cette dualité ou de ce binarisme, seul ou être avec quelqu'un. Je suis mon propre choix. Si quelque part on n'est pas avec, peut-être pas avec quelqu'un, mais le problème est un peu plus complexe. L'histoire, c'est de ne pas être avec quelqu'un, de choisir de ne pas être pour être plus libre. C'est plutôt l'histoire qu'on est attaché à ces anciennes histoires. C'est qu'on peut être seul et considérer qu'on est libre. Mais en fait, on n'est pas libre tant qu'on n'a pas rompu avec son passé, avec quelque part, avec ce qui nous rattache, ce qui quelque part nous entrave, nous détermine encore. On est encore dans ce rapport à l'échec, rapport à une douleur ancienne. Donc, quelque part, il faut rompre avec cela, rompre avec ces récits, et de façon définitive, ou alors, peut-être, d'une manière, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait une vengeance, non une vengeance physique, mais quelque part les gens qu'on a adorés, on pourrait peut-être les désadorer, et en faire plutôt des êtres des êtres assez peu estimables quelque part, et en rire, peut-être par l'exercice du rire, l'exercice de la moquerie. Peut-être qu'il y a moyen de quitter tout cela et de prendre encore plus de distance. Je me rends compte, là je pensais que j'allais être encore dans
dans une certaine... j'allais être enchâssé encore dans cette histoire, mais dès que je commençais à parler, je me suis retrouvé face à un abstrait presque absolu. Et il a fallu que je me force à parler de ça, alors qu'en fait, je n'en avais plus tellement envie. Et c'est ça qui est intéressant. Cette prise de parole permet de se rendre compte à quel point soi-même, on est déjà hors de tout cela. Alors qu'en fait, s'il n'y a pas une prise de parole comme celle que je suis en train de, comme ce que je suis en train de faire maintenant, c'est s'il n'y a pas cela, on peut être encore toujours et pour toujours être dans une certaine comment dire croyance. On croit encore qu'on est, qu'en fait on a depuis très longtemps cessé tout intérêt pour cette histoire et toute appartenance à cette histoire. C'est peut-être trouverai-je matière à reprendre cela dans une deuxième proposition. Donc toujours 30 ans c'est du lourd. Comme nous sommes aussi, cette histoire de 30 ans, nous sommes aussi quelque part conditionnés pour accorder de l'importance à un certain nombre, au nombre. Nous avons, pour nous, 10 ans c'est quelque chose, 20 ans c'est beaucoup, 30 ans c'est énorme. Non, ce n'est... nous devons aussi cesser soit de nous imaginer encore dans des choses tout à fait anciennes, et surtout qu'on est, dans des quelque part dans des choses qui traînent depuis très longtemps, des deuils qu'on n'arrive pas à faire, comme on dit, et que quelque part le temps peut paraître conséquent, mais il est tout relatif. C'est ce qui est important, c'est notre capacité à être dans quelque part, non pas dans l'apaisement, mais plutôt à être dans une certaine clarté, dans une certaine lucidité, une lucidité bienfaisante. Nous avons besoin d'être lucides sur nous-mêmes et sur les autres. Cette lucidité qui permet de faire un peu la part des choses, de présenter les choses dans leur contexte, de contextualiser, et surtout de voir que certaines choses auxquelles on a cru, histoire, idées, etc., ne sont pas, quelque part, ne résistent pas à un examen poussé. C'est des choses que nous avons rencontrées, mais évidemment que nous aurions pu ne pas rencontrer. Le problème de cette histoire, c'est qu'on est toujours quelque part en risque de faire des mauvaises rencontres. Voilà ce que je pourrais appeler des mauvaises rencontres. Et ces mauvaises rencontres, on en sort assez traumatisé, assez touché, et il faut quelque part se reconstruire. J'utilise des termes archi classiques, mais c'est comme ça. Se reconstruire, quelque part se remodeler pour d'abord pouvoir habiter son propre corps, habiter son propre désir, s'accorder de l'estime de façon pérenne, et considérer que il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans une histoire. Une histoire en elle-même n'est pas extraordinaire, c'est une histoire qui, comme
de beaucoup d'autres histoires à un moment dans le temps. Quelque part, peut-être une sorte d'existence un peu plus amplifiée. Nous vivons un peu les choses dans ces histoires, nous vivons les choses un peu de façon un peu plus dense, et que, évidemment, cela nous amène à des réactions un peu démesurées, mais que fondamentalement, la vie en elle-même, il faut apporter une réponse qui ne soit pas toujours dictée par notre biologie ou notre chimie cervicale. Et quelque part, nous devons peut-être essayer de nous ouvrir sur des perspectives beaucoup plus larges. Et la solitude, l'accompagnement deviendrait comment dire, dans ces hypothèses-là, dans ces scénarios-là, des choses tout à fait mineures, dans le sens où nous avons à répondre à des questions auxquelles, évidemment, on ne pourra pas répondre, mais que nous posons quand même, malgré l'évidence quelque part, de l'insolubilité de la question, de la chose, mais nous devons poser sur le sens, s'il faut obligatoirement qu'il y ait un sens, sur savoir s'il y a une vérité, s'il y a un objectif supérieur derrière tout cela, si tout le vivant a une fonction, le vivant dans sa globalité a une mission, si le vivant a une importance. Nous mettons avec les autres parce que, je ne sais pas, on parle de désir biologique, mais quelque part, tout ce que nous faisons, quels puissent en être je veux dire, les résultats, aussi spectaculaires que puissent en être les résultats, et obligatoirement à relativiser, puisque nous sommes des êtres de passage. Notre descendance, si on en a, aura aussi à passer la main. Et quelque part, nous inquiétons beaucoup sur certaines choses, à propos de certaines choses qui ne devraient pas nous inquiéter. L'histoire, c'est plutôt, je reviens sur le concept de malentendu, peut-être que notre existence ne soit pas elle-même, ne soit pas un malentendu, ne soit pas qu'un accident, qui puisse être l'occasion de formuler de nouvelles propositions à propos de ce que nous ressentons, à propos de ce que nous percevons, ou ce que nous sentons que nous ne percevons pas, ce qui nous demeure un peu hors d'atteinte, un peu caché, un peu inaccessible. Nous fondons l'hypothèse qu'il y a un monde derrière celui que nous percevons, qu'il y a peut-être des mondes, et que là où nous pensons avoir trouvé des réponses, il y a peut-être il y a en fait que des questions, que des semi-réponses, ou que des réponses sommaires. Nous pressentons d'une certaine façon que nous ne sommes pas dotés de la capacité de comprendre les choses,
comprendre et d'agir réellement sur ce qui nous détermine, ce qui nous fonde. On se réclame du vivant parce que c'est comme ça que ça se présente. On se réclame d'un vivant d'une certaine dimension. Ce qui est microscopique, nous en réclamons pas. Ce qui est peut-être macroscopique, ce qui est peut-être hors de notre perception, nous ne le voyons pas, donc nous ne pouvons pas nous en réclamer. Et quelque part, il doit sûrement y avoir d'autres choses en jeu. Et que peut-être les forces physiques déterminantes ne sont pas celles que nous percevons, celles dont nous faisons l'expérience, mais que peut-être il y a autre chose comme une sorte de miroir, comme on appelle ça, un reflet sans fin quelque part, ou alors des sortes de poupées gigognes, des choses comme ça, quelque chose, dans quelque chose, et soit la chose devient de plus en plus grande, soit elle devient de plus en plus petite. En tout cas, l'échelle des dimensions n'est pas importante, ce qui peut être considéré comme petit dans une perception ne l'est peut-être pas dans une autre. Et voilà, c'est être avec des gens. Quelque part, ce que nous espérons, c'est d'être avec des gens qui ont toujours des propositions d'ouverture sur le monde, sur le vivant, sur le perceptible, et qui essaient toujours, qui ne cèdent pas à leur pulsion première ou primaire, et qui ont tendance, qui se battent contre tous les types de conditionnement, contre tous les types contre toutes les appartenances étroites, et qui cherchent plutôt à peut-être qui finalement essaie d'apporter peut-être ou de ne rien apporter en fin de compte, pourquoi pas, mais qui je ne sais pas, peut-être pour finir, et ce n'est pas tout à fait dans le prolongement, mais pour finir sur un mot qui sont capables de réenchanter l'existence. Quelque part, on est aussi les victimes d'un certain désenchantement, et que peut-être les gens dont nous aurions besoin, c'est les gens qui sont capables de réenchanter les choses, de nous rendre ce pouvoir d'émerveillement, les gens qui sont capables de nous rendre notre capacité à nous émerveiller, à être plutôt dans le désir ouvert, dans le désir généreux, dans le désir non quelque part fixé à quelque chose en particulier, mais un désir, tout ce qu'il y a de plus perméable à tout, un désir trans-frontière, trans-identité, trans-lieu, trans-histoire, trans-génération, pourquoi pas, on peut toutes voilà, donc je ne sais pas si j'ai réussi à traiter. L'idée de départ, c'était quelque part d'être dans un récit historique. Je me suis retrouvé dans autre chose. Et c'est toujours quelque part le risque de l'improvisation à chaud. Et après, c'est aussi
c'est aussi le propre de cet exercice, mais aussi quelque part l'expression, ou plutôt quelque chose en nous que moi je ne veux pas appeler inconscient ni rien d'autre, quelque chose qui existe avec nous et qui est en nous et qui quelque part en attente. Et cette chose-là, quand elle a l'occasion de s'exprimer, de sortir au grand jour, et cette chose-là, des fois, elle suit certains chemins, certaines pistes, et alors qu'en fait, là où on pensait qu'elle allait choisir quelque chose de tout à fait prévisible, elle part un peu dans les chemins de traverse, elle s'égare un peu, euh, elle ne sait pas, elle ne sait pas, comment dire, faire un seul et unique voyage. Elle cherche plutôt à connaître la multiplicité des voyages, des évocations, la multiplicité des mots et des propositions. C'est fini. J'espère que ça a enregistré. J'appuie et je vais bon.